Alors, Amanda et moi, pour ceux qui ne le savent pas, on a grandi dans la même église. Amen. Vous avez découvert plutôt notre pasteur au moment de la prière d'ouverture. Et donc, une chose qui m'a, quand j'ai eu à cœur de l'inviter, une des choses qui m'a frappée, en fait, c'est qu'elle a énormément évolué et que quand on était dans le groupe des jeunes, personne n'aurait parié sur elle. Personne n'aurait parié sur elle. Elle avait des mèches bleues. Elle était un peu l'outcast. Donc, voilà, même quand il y avait des gens qui étaient invités à l'église, on prophétisait sur tout le monde. On appelait les gens devant et puis jamais Amanda. Ouais. Pourtant, on discutait dernièrement et puis on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui ont reçu peut-être parfois les plus grandes prophéties, eh ben, on ne sait plus trop où ils sont. Mais toi, en fait, qui n'avais pas reçu de prophétie, qui avait les cheveux bleus et sur qui personne ne comptait, eh ben, tu es encore là, tu es encore dans le Seigneur et tu avances. Qu'est-ce qui t'a permis de garder la foi à ce moment-là, en fait? Parce que je me rappelle, à l'époque, le groupe des jeunes, c'était de la compétition. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup de compétition. Oui. C'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce qui m'a permis? Je pense que justement, j'avais des parents libéraux qui me permettaient d'avoir des cheveux bleus, de porter des mini-jupes, d'être moi-même en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup sauvée parce que même quand je rentrais du club des jeunes et je pleurais, je disais à ma mère que voilà, personne ne me regarde et tout. Et elle m'a toujours dit cette phrase, elle m'a dit, tu as tout le boulevard pour toi. Tu peux tomber, rater, personne ne fait attention et c'est une bénédiction en fait, tu t'en rends pas compte. Mais quand elle me disait ça, je disais mais maman n'importe quoi, voilà, toi j'étais vraiment dépassée parce que c'était compliqué quoi. Et en fait non. Parce que j'ai eu le temps d'être moi-même, en fait. Et comme personne ne me regardait, j'avais tout l'espace pour être moi-même. Et quand les gens trouvaient que j'étais folle ou que j'avais les cheveux bleus ou que je n'étais pas assez spirituelle, moi, au contraire, j'avais ma propre relation avec Dieu que je pouvais développer. Et en même temps, je naviguais dans plusieurs communautés. Donc, partout, je n'étais pas forcément une outcast. Et mes parents étaient très dans la communauté, donc ils étaient très dedans. Et en même temps, on allait à l'église et en même temps, j'avais d'autres activités dehors. Donc, je n'étais pas aussi enfermée dans ce truc église. Je n'avais pas cette vision figée. Donc, ça m'a permis, je pense, de créer mon propre monde. Et avec Dieu, bien sûr, mais aussi avec les autres. Donc, c'était différent. Et chez moi, j'étais aussi la seule chrétienne, avec ma mère et puis ma petite sœur. Donc, en fait, on évolue vite et on a un esprit critique. En fait, on doit être convaincu. C'est-à-dire que quand tu dis que tu crois en Dieu, tout le monde, même tes frères, ils vont dire non, qu'est-ce que tu... Donc, tu as les arguments, tu sais combattre, tu es critique. Donc, là, ça ne devient plus l'affaire de maman, ça devient ton affaire parce que tu dois défendre, en fait, ce que tu fais. Et ça, c'était... Je pense que c'est ça qui m'a permis de rester stable et d'évoluer et de me dire, bon, maintenant, c'est plus l'histoire de maman, c'est mon histoire. Donc, quand mon frère pouvait dire, oui, mais vous, les gens de l'église, nanana, donc moi, je savais répondre. Et je pouvais aussi avoir un esprit critique sur l'église dans laquelle j'allais. Ça aussi, c'était parce que j'entendais justement les critiques de, tu sais, les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. Donc, j'avais cette critique aussi de dire, ah oui, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'on rejette les gens, on juge les gens. Et il y a beaucoup de choses aussi où je me suis dit, OK, il faut savoir aussi critiquer ma chrétienté, ma propre chrétienté et dire, OK, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut que je vois un petit peu, que je réajuste ça et que ceci, cela. Donc, d'un autre côté, j'étais moins... Ça me faisait mal. C'est vrai quand on entend les prophéties. Mais après, les prophéties de l'Église, bon... J'étais pas... Comme je te le disais plein de fois, c'est facile de dire « Ah, celui-là, il deviendra un grand chanteur ou un grand musicien. » Parce qu'on l'a vu jouer, qu'on l'a vu chanter. Mais je n'avais pas des prophéties du genre « Oh, celui-là sera, je sais pas, un exemple, la future Oprah ou un truc comme ça. » Il n'y avait pas des prophéties du genre. Et je pense parce que j'avais l'esprit critique, je me disais « Ouais, il y a des choses... il ne faut pas tout prendre, quoi. » Donc, je pense que c'est ça. Pour ma part.
En tout cas, tu as dit un truc qui est intéressant, c'est que quand on ne te voit pas, ça te donne, ce que ta maman te disait. Oui, elle me disait ça. Ça te donne l'opportunité de tomber, de te réajuster, de faire des erreurs et de revenir en selle sans que personne ne s'en aperçoive. Voilà, finalement, en fait, le fait que personne ne te voit, ça devient une bénédiction. C'est exactement plutôt ça. que de souhaiter être le centre elle me le disait de tout l'attention. Le temps. Et parce que je pleurais beaucoup. Hein. Je disais maman, et puis elle me dit c'est une bénédiction, tu t'en rends pas compte, c'est une bénédiction. Et je pense, et quand je le vis maintenant un peu plus âgée, je me rends compte que c'est la plus grande bénédiction que Dieu m'a fait. Et je pense que c'était en accord avec ma personnalité. Je pense même que le fait qu'on ait une prophétie devant tout le monde, ça m'aurait plus gênée qu'autre chose, ça m'aurait bridée. Je me suis dit, et me dire que ok, je peux faire que ça, ou penser comme ça. Et je pense que Dieu m'a mis de côté et j'étais vraiment dans l'ombre, et faire ce que j'avais à faire dans l'ombre. Personne ne se doutait que j'écrivais, personne ne se doutait que je faisais toutes ces choses-là. Et en même temps, le jour où c'est devenu plus public, ben, j'étais déjà préparée à cette idée que, ok, j'étais déjà discrète, j'avais déjà préparé les choses en amont. Donc c'était une bénédiction en fait. Amen, amen. Deuxième question. Alors, avant d'être, toi, tu es dans le milieu de la mode. On en parlait, tu me disais, ouais, mais je suis fatiguée, je sors de la Fashion Week. Et ben, tout le monde peut constater, ni toi ni moi d'ailleurs, nous ne faisons une taille 36. Et je pense que entre les cheveux bleus, le manque de prophétie et tout, personne ne s'imaginait. Mais alors la personne dans l'univers de la mode, en fait. Donc, pourquoi cet univers-là? Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon? Parce que je pense que comme dans le groupe des jeunes, c'était super concurrentiel. Bah, c'est pareil, en fait. Je pense qu'on m'a préparée dans l'ombre pendant longtemps, pendant plus de 4-5 ans. Et donc, je suis rentrée déjà dans le monde du journalisme. Je suis rentrée par une porte un peu dérobée. Et puis, j'écrivais beaucoup de papiers généralistes d'abord, sur la culture et tout ça. Et à un moment donné, ça c'est pas arrivé par hasard, parce que je pense pas qu'il y ait de hasard, mais il y avait une femme qui s'appelait Tamu Macpherson, qui, elle, était vraiment une influenceuse américaine, mais qui était en Italie. Et elle avait ouvert une plateforme et elle m'a proposé d'écrire pour Designer Spotlight, ça s'appelle. Et en fait, je rencontrais des petits designers, des grands designers, et j'écrivais des petits papiers comme ça. Et puis ça m'a plu tout de suite. Et au fur et à mesure où j'en faisais, et puis j'ai commencé à proposer d'autres papiers dans d'autres magazines. Et j'ai commencé à écrire sur la mode. Mais ça n'a jamais été la mode, le vêtement. Ça a toujours été la mode comme identité, la mode pour exprimer quelque chose, sur les discriminations. Ça n'a jamais été le vêtement en soi. Donc même quand tu te retrouves dans un milieu où les gens parlent de mode, eh ben, tu es un peu tout... T'es différente parce que c'est plus ton écriture. Donc, c'est pas forcément ton physique, c'est pas forcément comment tu t'habilles. C'est ton cerveau. Même si je pense que c'est important, mais c'est beaucoup ton cerveau, c'est beaucoup... par exemple, les gens m'envoient des messages, ils me disent « je ne connaissais pas ce designer-là, maintenant je le connais ». Ou eux, ils m'envoient des messages, les petits designers, en disant « merci, j'ai été sur cette plateforme, les ventes ont un peu explosé » ou je ne sais pas. Donc c'est différent, l'approche est totalement différente. Et je pense que la mode maintenant, en 2021, et surtout après la pandémie, ça a beaucoup changé aussi. Et les gens se sont intéressés au fait qu'il y ait plus de designers de couleur. On veut plus de designers de couleur sur les identités, ceci, cela. Donc je pense que j'ai évolué avec la mode, qui elle aussi a un peu changé. Ok. Non, c'est intéressant, en tout cas. Il y a différents aspects dans la mode, il n'y a pas que le mannequinat. Oui, oui, même les modèles changent. Maintenant, tu as des modèles de toutes les tailles. C'est vrai. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement. Et même, il y a eu un changement qui s'est amorcé avant la pandémie. Mais après la pandémie, je pense que la mode est devenue moins superficielle, même s'il y a beaucoup de choses superficielles, mais un peu moins superficielles. Amen. Donc, est-ce que tu dirais que... ta plume est devenue ton arme dans le milieu de la mode? C'est ce qui t'a fait connaître, en fait. Oui, parce que, comme on parle beaucoup de discrétion, d'humilité et de toutes ces choses-là, moi, par exemple, les gens ne savaient pas qui j'étais. Ils savaient ce que j'écrivais, mais ils ne savaient pas qui j'étais. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais une petite fille blanche avec des lunettes, donc je n'étais pas trop loin, mais ils ne savaient pas qui j'étais. Donc, c'est assez marrant.
Mais après, ils ont compris, parce que je pense qu'au fur et à mesure, mon opinion est devenue plus forte. J'ai commencé, donc tu commences à savoir que, même sans voir le... Comment dire, si tu me connais, tu sais que c'est moi. Et je pense que, oui, il y a une histoire de discrétion. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire les choses... Tu n'arrives jamais, et ça, même si on nous ment avec Instagram et réseaux sociaux, que demain, t'exploses et tout. Et ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui sont là et que c'est instantané. Il y a toujours une histoire que ça fait 5 ans que j'étais là-bas, j'ai travaillé dans l'ombre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a même des papiers où il n'y avait pas mon nom dessus, que j'ai accepté de faire. Mais je pense qu'après, ton style, déjà, il évolue, il grandit, tu as une signature différente, tu as une façon d'écrire qui devient plus incarnée. C'est différent d'écrire un petit post sur Instagram. Ça n'a rien à voir. Et je pense que là, tu t'en rends compte, par exemple, le fait que tu es... moi, je connais des gens qui ont 20 000 followers. Nous, par exemple, dans le monde de la presse, ça ne veut rien dire. Quand on a 800 et que c'est les gens du métier qui te suivent, c'est plus intéressant d'avoir 800 que 20 000. Donc, on sait faire la différence sur ça. Moi, je regarde et je sais que, elle est suivie par telle. Ah non, elle, c'est une pointure. Mais maintenant, on n'est pas ébloui par quelqu'un qui a 100 000 followers, même 1 million. On se dit, mais voilà quoi. C'est comme la fille qui avait, je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers. Elle a voulu lancer sa marque de t-shirt et puis, pardon, ça n'a pas marché en fait. Il n'y a personne qui a acheté alors qu'elle avait des centaines de milliers de followers. Ça veut rien dire et ça veut vraiment rien dire. C'est des followers de qualité. C'est demain des gens qui peuvent t'ouvrir des portes. C'est des gens qui te lisent parce que maintenant beaucoup de gens ne lisent plus aussi. Donc c'est autre chose. Ok. Alors, on reste dans le milieu des médias. Et donc, du coup, bon, s'il y a des enfants, bouchez les oreilles. Parce que dans le milieu des médias, bon, les scandales, ça va, ça vient. Mais tout le monde sait, à peu près, en tout cas dans cette industrie, que la recette pour être promue, c'est la boisson, la bouffe et la baise. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as reçu des propositions indécentes? Et comment tu t'en es sortie? J'en ai reçu 2, mais en général, les gens, ils savent ce qu'ils disent maintenant pour pas te draguer ou pour pas t'embêter. C'est l'intelligente, celle-là, c'est l'intelligente. Parce qu'ils savent que t'es pas dans le truc. Je te présente celle-là, elle est intelligente. Donc, t'es plus une femme, en fait. T'es un truc. Oh, wow! Ouais, t'es quelqu'un qui... Elle est venue pour ça. Mais après, moi, par exemple, tout simplement... si je reçois des invitations, il y en a, j'y vais pas. Donc déjà, ils savent qu'elle ne vient pas tout le temps. Et quand je vois que ça commence à... Même quand j'arrive et que je sens que c'est pas... J'ai la facilité de partir, en fait. Je ne suis pas attachée à rester. Puis après, bon, je suis au courant plus tard. Tu sais, t'as raté parce qu'il s'était passé ça. Mais non. Et... après, comme je dis, j'ai été freelance, donc j'ai beaucoup travaillé en télétravail. Donc, c'est un choix pour moi de venir ou de ne pas venir. Donc, je ne suis pas forcément tout le temps sur Paris, ou je ne suis pas tout le temps à les endroits où il se passe des choses. Donc, quand j'y vais, c'est que c'est vraiment important pour moi ou que je veux rencontrer quelqu'un. Donc, ça m'a permis d'éviter toutes ces choses qui font que tu dois faire des choses pour le showbiz et tout et tout. Après, moi, comme je dis, je ne suis pas un physique. Je suis une personne qui vient avec une écriture, une signature. Donc, la plupart des gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Donc, après, il y a aussi un défi. Il y a le défi de dire, j'ai eu la fille qui écrit super bien, quoi. Ça m'est arrivé. Beaucoup. Mais après, il faut savoir... Des fois, je fais comme si j'entends pas ou je vois que ça commence à trop boire. Moi-même, je suis partie. Par contre, il faut faire attention. Moi, j'ai eu l'histoire de verre de coca où on te met de la vodka alors que t'es pas... Tu commences à boire et tu te dis OK. Ou des trucs comme ça. Mais en général, les gens plutôt de mon profil, ils évitent ce genre de soirée. Mais c'est vrai qu'on entend des histoires. Celle-là, elle était là hier, elle était au même niveau. Mais regarde, elle est... il s'est passé quelque chose. On le sait, mais on ne le dit pas. Mais on le sait, quoi. OK. Est-ce que tu rencontres beaucoup de chrétiens dans l'industrie de la mode? Et sinon, pourquoi, selon toi? Je n'en rencontre pas. Très peu. Et généralement, si j'en rencontre, c'est des Américaines qui sont très
qui sont hyper ouvertes, qui n'ont pas honte, qui te mettent facilement en relation avec d'autres chrétiennes, donc tu sais qu'il y en a. Mais c'est beaucoup des Américaines. C'est pas des Françaises, des francophones, j'en ai pas vu. Après, je pense qu'il y a une mauvaise conception du monde des médias. C'est-à-dire que si tu es bien dans ta tête et que tu es chrétienne et que tu es bien fondée sur ce que tu crois, ben je pense que c'est pareil partout en fait. Mais on a cette idée que si je vais là-bas, je vais perdre mon âme ou ceci, cela. Non, puisque tu ramènes aussi une atmosphère avec toi. Donc c'est à toi aussi de changer l'atmosphère, de changer l'endroit où tu te trouves. Et puis il faut savoir dire non. Moi, on m'a proposé des fois des papiers qui étaient... Il faut dire non. Ou accepter que peut-être qu'on ne va jamais te rappeler. Il faut aussi accepter qu'avec telle personne, ça ne matchera pas. Et dire, OK, je vais être patiente et demain, une porte va s'ouvrir. Généralement, franchement, je l'ai eu, ce genre de situation. Ça a pris du temps, mais après, la porte est encore plus grande que celle qu'on me proposait. Donc, je pense qu'il faut avoir de la personnalité. Il faut vraiment être... c'est la personnalité. Faut pas... Parce que je pense que beaucoup de gens acceptent tellement de choses facilement et se disent « Ah, j'ai besoin de... » Non. C'est petit à petit et parfois tu dis ça, c'est une opportunité, c'est celle qu'il me faut. Mais tu te rends compte que quand ça se ferme, moi j'ai eu des portes fermées, j'ai pleuré. Et puis après, quand j'ai appris plus tard ce qui s'était passé, je me suis dit bah, heureusement que je ne suis pas partie là-bas. Et en fait, les gens, je pense qu'ils ont peur de se mettre dans... C'est des défis en fait. Tu dis que, ok, je ne sais pas ce qui va se passer si je refuse ça, mais je refuse. Et peut-être ça ne se débloque pas tout de suite, mais ça se débloque. Et des fois, c'est plus grand. Et je pense qu'il faut être... ouais, il faut croire, en fait. Il faut avoir la foi, il faut garder la foi. Et je pense que Dieu est fidèle. Hein, et moi, il a été fidèle. Jusque-là, ça fait presque 8 ans dans le milieu. Donc, Amen. Du coup, si une jeune femme... parce que j'en ai connu une, en tout cas, qui... Peut-être qu'elle se reconnaîtra quand elle va nous écouter. Elle est très douée dans tout ce qui est dessin, la mode et tout. Elle se fait même copier à l'école avec beaucoup d'amitiés qui ne sont pas très sincères, on va dire ça comme ça. Ouais, et donc, du coup, elle me disait, j'ai à cœur ce milieu-là, mais je ne sais pas, en fait, comment ça... Parce qu'effectivement, ça a mauvaise réputation. Et donc, du coup, toi, ce que tu dis, c'est que sache qui tu es, développe ta personnalité, oui, c'est ça. Finalement ta marque, quoi, ce que tu es, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être... parce que toi aussi, tu as ta marque, hein, les cheveux d'Amanda sont souvent les mêmes, ses habits, en tout cas, elle a... Voilà, bah, c'est vraiment les conseils qu'on me donnait, parce que les gens ont cette idée que c'est la mode, je sais pas quoi, mais même quand on regarde les Anna Wintour, quand on regarde les Oprah Winfrey, quand on regarde même les plus grands, même Edward Enninful, par exemple, qui est à British Vogue, il est constamment habillé en noir, il ne porte pas de marque voyante, il est vraiment corporate. Et parce que je pense que même, j'ai travaillé pour des gens hyper extravagants, on a tendance à oublier en fait que tu es capable de faire des choses super intéressantes et on voit que l'extravagance, où on t'appelle seulement parce que tu es extravagant. Je pense qu'il faut avoir sa signature, on sait que c'est telle personne, elle est comme ça, moi j'ai mon carré comme ça, je suis très simple et je fais mes trucs, mais quand il s'agit de délivrer ton truc, tu le fais bien et c'est tout. Et je pense que beaucoup de gens se perdent et ont cette idée que la mode, c'est les vêtements. Oui, il y a une partie, mais c'est pas que ça. Et les gens qui font la mode, ce ne sont pas les gens qui font les vêtements. Parce que pour faire des vêtements, il faut que quelqu'un parle de toi. Et c'est les gens qui parlent de toi et qui critiquent ce que tu fais en bien ou en mal, c'est nous, en fait. Donc, l'apparence, c'est pas vraiment ce qu'il y a, c'est pas le plus important. Donc, je pense qu'il faut commencer par écrire tous les jours déjà. Après, dessiner tous les jours. Si possible, faire un blog, c'est gratuit. Maintenant, tu peux faire un blog sur WordPress. Tu postes tes histoires, tu les partages sur Internet. Faut pas se décourager. Si les gens disent que c'est moche ou s'ils disent qu'il y a des trucs et tout, faut écouter les critiques constructives. Ça, par contre, il faut s'armer. Les critiques, c'est important, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que les gens écoutent ce qui est bon, mais pas ce qui est mauvais. Après, faut apprendre à ne pas faire des fautes d'orthographe. Moi, j'ai acheté
des dictionnaires, je lisais les mots et tout. Faut vraiment être ouvert, mais aussi savoir ce que tu cherches, en fait. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans un monde généraliste. De toute façon, tout est devenu de niche. Donc, il faut ça. Moi, par exemple, j'ai commencé en étant généraliste. Et il y a une fille que je ne connaissais pas qui est venue me voir et qui m'a dit « il faut que tu arrêtes d'être généraliste. Sois fixé sur ce truc-là, c'est là qu'il te faut. » Et au début, je dis non. Et puis après, maintenant, on m'appelle que pour ça, en fait. Et je pense qu'il faut savoir se dire « ok, il y a des choses que je vais sacrifier et être bon dans mon truc, et être excellent dans mon truc. » Développer une expertise. Voilà, c'est ça, ouais. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, tu as créé le magazine We Are Naïf. Oh my God. Ton premier bébé, en tout cas au niveau de l'impression et de l'édition. Ouais. Donc pourquoi en fait tu as créé ce magazine? Est-ce que il n'y avait pas assez de magazines comme ça en France? En plus, il est bilingue, je crois. Pourquoi est-ce que tu as créé We Are Naïf et quel est l'objectif que tu vises par rapport à ce magazine en particulier? Je l'ai créé parce que à l'époque, j'avais 33 ans et il y avait la pandémie, et parce que c'est un bébé Covid, comme ils aiment dire. Et j'avais fait on parlait beaucoup, parce que j'ai une amie qui est exactement dans le même milieu que moi, et on se disait, regarde, on a 33 ans, 32 ans, et on regardait... Hélène Velteroth ou un truc comme ça, on regardait Lindsay People et tout. Et je me dis, on parlait de ça et je me dis, c'est des filles qui ont commencé au placard de Teen Vogue et puis qui sont montées. Aujourd'hui, ils ont été rédac-chef de Teen Vogue et puis l'autre, elle est maintenant rédac-chef de The Cut, New York Times, un truc comme ça. Et elle me dit, mais cette fille n'est pas plus intelligente que toi, en fait. J'ai dit non, mais on est en France, donc demain... pour être à la tête de Vogue, je sais pas, hein, c'est pas un manque de foi, hein, mais on sait pas, tu vois. Mais je me dis, mais je vais pas attendre 50 ans. Donc, c'est venu comme ça, c'était une réflexion. Mais au début, je me disais, non, je me sens pas capable. Reste là où tu es, puis c'est bien. Et je pense que le Covid a évolué, et puis il y a eu des sujets tellement forts qui sont apparus, et que c'était des sujets déjà que j'exploitais. Et je me suis dit... peut-être qu'il est temps, parce que passé 35 ans, tu peux plus rester, comment dire, entre plusieurs publications, quoi. Et en fait, il est arrivé quelque chose qui m'a obligée à le faire, parce que moi, j'allais pas le faire, en fait, tout simplement, parce que j'avais peur. Et je me disais, j'ai pas le côté business, moi, je suis pas du tout business, moi, j'écris simplement, non. Et donc, je suis tombée sur une amie, une américaine, qui, elle, était très business. Et j'avais pris, je me souviens, le train pour aller en Italie. On s'est rencontrés, on a parlé du projet. Et donc, j'avais tout écrit et tout. Et à la fin, elle parlait du projet comme... elle disait, c'est mon bébé. Je dis, non, c'est pas ton bébé, en fait. Et puis, non, c'est mon bébé et tout. Je dis, non, toi, j'attends, je rêve ou quoi. Et puis, en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, Amanda, non, c'est ton bébé, en fait. Et puis, j'ai tout mis en place, les trucs légaux et tout, légaux. Et puis, comme il y avait déjà tout ce qui était en place au niveau de l'avocat et tout ça, je me suis dit, en fait, tu peux plus faire marche arrière. Tu dois y aller. Et je suis partie. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le business, que j'apprends toujours d'ailleurs, sur comment éditer un magazine. Mais en fait, c'est des choses, bizarrement, que tu es préparé. Et tu te rends compte que même quand j'avais mon blog à l'époque, même quand toutes les choses auparavant m'avaient préparé à ça. Et tout d'un coup, tout s'imbrique. Je ne dis pas non sans souffrance, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais tout s'imbrique et tout devient limpide, même dans le choix des intervenants dans le magazine, même dans le choix de plein de choses. On a eu la publicité, par exemple, l'impression, tout s'est fait de façon limpide. Et donc, pour moi, c'est un tournant dans ma carrière, parce que j'ai pu voir, en fait, que j'étais capable de bien plus. Et même au niveau du fait que j'écris toujours pour les autres, j'ai gagné en maturité, parce que je sais ce que c'est, en fait, d'avoir son propre magazine. Et c'est quoi la mission de We Are Naïf, du coup? En fait, We Are Naïf, c'est vraiment une continuité de ce que je fais. On parle de la décolonisation de la mode,
on redonne la parole en fait aux personnes qui sont discrètes dans l'industrie, mais qui font l'industrie. Donc généralement, ça peut être un créateur, ça peut être une femme. Là, on a une femme, Linda Lopa, qui elle a carrément fait d'Anvers une ville de mode, alors que c'était pas une ville de mode. Et c'est des gens qu'on voit pas à la télévision, c'est des gens qu'on voit pas, c'est des gens hyper discrets. Mais ils sont là, donc on a tendance à croire que c'est parce qu'elle a porté du Chanel ou du Dior sur les réseaux sociaux, ou elle, c'est l'influenceuse ou l'égérie de... Mais c'est au-delà, parce qu'il y a des gens qui pensent à cette personne pour devenir l'égérie, pour ça, pour ça. Donc il y a vraiment une stratégie que moi, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi on trouve qu'aujourd'hui, le bleu pétrole, c'est la couleur de la saison. Qui décide de ça? Mais en fait, c'est des gens qui décident de ça. C'est pas parce que, je sais pas, je parle d'influenceur qui a mis un pull bleu et qui a trouvé que c'était beau. Non, c'est quelqu'un qui a décidé 5 ans auparavant qu'en 2021, le bleu serait la couleur de l'année, en fait. Et donc, pour moi, c'est ces gens-là que je trouve plus importants. C'est ces gens-là qui m'attirent. Et c'est hyper intéressant. Je parlais avec un homme que personne ne connaît, on ne se rendait pas compte. Pourquoi on a acheté du luxe sur Internet? C'était impossible. Et bien en fait, il l'a pensé 20 ans auparavant. Il s'est dit, moi, j'ai envie qu'on achète du luxe sur Internet. Et aujourd'hui, on achète des fringues sur Internet, on achète des vêtements de luxe, de la fast fashion sur Internet. Mais c'est un homme qui l'a pensé avant. Mais ce n'est pas un homme qui, demain, il passe dans la rue, les gens vont le photographier et tout ça. Donc j'avais besoin de connaître tous les plans de l'industrie et tous ces acteurs en fait qui font qu'on aime quelque chose. Parce que c'est pas inné de se dire j'aime le bleu pétrole. Personne n'aime le bleu pétrole parce que voilà, c'est quelqu'un qui te le met dans la tête. Et ces gens-là, je trouve que c'est les gens les plus puissants. Donc du coup, We Are Naïf, on interroge les plus puissants. Oui, et parce qu'en fait... Interview plutôt. Oui, et naïf en fait, ça aussi vient du terme, souvent, on traite les gens... quand tu as une idée ou un projet, on te dit la première chose, et c'est la première, et on me le disait souvent, tu es naïve en fait. Tu es naïve. Et je pense que les gens naïfs, c'est eux qui font les choses, parce qu'ils n'ont pas cette idée que je ne peux pas le faire. Ils sont naïfs, donc c'est pareil. Hein, demain, si tu crées un téléphone portable, le gars, j'ai imaginé que je vais pouvoir appeler. Sûrement, il a raconté ça à ses amis, mais toi, t'es naïf, ça se fera pas, tu vois. Mais non, ça se fait. Et quand ça se fait, ben, nous, on adopte, on trouve que c'est normal. Mais non, en fait, ça vient d'une réflexion et de tout un processus. Non, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment réfléchi. Oui, bah ouais, bah oui. L'intelligente, comment t'appelles? Non, mais ça prend pas... c'est ça, en fait, c'est que souvent, maintenant, c'est réfléchi dans ce sens-là, mais je pense que, comme je dis, hein, moi, je pense que quand Dieu te met à part très tôt, et parfois, on se dit, pourquoi moi, j'ai pas telle prophétie? Pourquoi moi, j'ai pas ceci? Pourquoi mes amis, ou j'ai peu d'amis, les gens m'aiment pas trop facilement? Bon, du côté évangélique, on va chercher du côté de la malédiction, mais je pense qu'il faut aussi voir les choses du côté de la bénédiction, parce que, en fait, ça te permet de dire, OK, j'ai tout l'espace pour moi, je peux faire les choses, et tu interroges Dieu personnellement. C'est pas, tu vas parce que, Seigneur, on m'a dit que j'allais devenir chanteur, Et puis ça devient même comme de la voyance, parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça, tu vois. Et je pense que quand on te met de côté très tôt, personnellement, hein, c'est ce qui m'est arrivé, ça te permet d'avoir un œil déjà plus critique sur les choses, ça te permet de rêver les choses en avance. Et tu parlais tu médites en fait ce que tu vois, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de te poser, tu peux en parler de temps en temps, mais de toute façon, toi, mais toi, tu es convaincu et puis ça se développe, ça se développe. Puis parfois, c'est les prédications, tu l'entends. Des fois, c'est peut-être pas... on parle de toi, mais toi, tu te sens concerné par ce qui est dit dans la prédication. Et là, tu dis, il est marqué que je peux le faire. Et je pense que c'est pas... C'est comme je dis, c'est graduel. C'est pas, tout de suite, je le fais, je me lève. Non. Je pense que c'est dans l'ombre, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, tu prends confiance en ce que tu entends, tu prends confiance en ce que tu lis. Et puis, tu avances. Et puis le jour où tu es dans la lumière, parce que maintenant, bon, moi je ne suis pas spécialement pour la lumière, mais tu es dans la lumière. Moi, mais des fois, c'est ceux qui ne veulent pas de la lumière que Dieu met dans la voilà, lumière. C'est ça, exactement. Tu as déjà préparé les choses, tu les avais déjà rêvées il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et là, ça devient, OK, ah ouais, mais je les savais en fait, je savais, je t'ai préparé. Amen, amen. Normalement, en général, quand c'est le panel et qu'on n'est pas en virtuel,
c'est comme un peu le TED Talk, c'est-à-dire qu'Amanda se serait levée et qu'elle aurait partagé son parcours. Moi, c'est du mon Dieu, quelle horreur. Tu préfères le format interview. Ouais. Mais du coup, en général, jusqu'à maintenant, en tout cas, le Seigneur m'a toujours mis à cœur de partager quelque chose qui me concerne par rapport à mon parcours. Et je me disais, peut-être que cette année, je ne vais rien partager. Et puis le Seigneur m'a dit, non, non, tu as quelque chose à partager. Et il m'a rappelé un peu Gédéon et Moïse, en fait, dans le sens où, quand Dieu est venu les chercher, ils étaient là. Gédéon était en mode... non, moi je suis le plus petit de la petite tribu, de la plus petite famille, je ne peux pas. Moïse était là, non, non, mais moi je ne parle pas bien, il faut que tu prennes quelqu'un d'autre en fait. Et moi, quand le Seigneur m'a parlé de femme esprit, de toutes ces choses-là, j'ai d'abord reçu le nom pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et puis moi, je disais au Seigneur, oui, Seigneur, il faut une femme de pasteur, une femme qui est mariée, une femme qui a des enfants. En plus, dans le milieu évangélique, tu vois un peu comment ça fonctionne, Seigneur. Et j'ai listé pas mal de choses, en fait. J'ai dit au Seigneur, voilà, je viens d'une petite île qui est la Guadeloupe. Qui est-ce qui va prendre sérieusement une Antillaise? Déjà, dans les églises, on dit que nous, avec notre caractère, c'est quelque chose. Donc ça, c'était mon premier argument. Bon, il a balayé deuxième argument, mon premier argument. Deuxième argument, je dis non, mais regarde, je suis une femme, ça va poser problème et tout. Il me dit que non, en fait, il utilise les hommes et les femmes. Je dis ok. Après, je dis regarde, Seigneur, moi je suis célibataire, hein. Donc tu connais les gens de ce milieu et tout. On va commencer à parler. Et si tant est que je travaille avec des hommes qui sont mariés, Seigneur, tu vas voir. Problème. Je dis, Jésus, je veux pas de problème, je veux pas de problème, je veux pas de problème. Je suis intéressée par le mari de personne. Je ne veux le mari, même le petit copain, je veux pas. D'accord, Seigneur, je veux celui que tu as pour moi. Mais Seigneur, vraiment, ça va me poser des problèmes. Et puis le Seigneur me rassurait, il me disait, commence. J'ai commencé et puis une fois, en fait, j'ai eu un épisode où... alors, je ne vais jamais chez les gens. Je suis vraiment... faut m'inviter pour que je vienne. Je ne vais pas débarquer chez toi. C'est juste pas ma nature, quoi. Et donc, du coup, il y a un couple qui m'invitait chez eux, une fois, 2 fois, OK. Et puis, une fois, je me retrouve chez eux à table et le petit dit, papa, tu as 2 femmes. Oh là là. J'ai dit, Jésus. Et puis, et maman dit, c'est qui? Tata me dit, et puis toi, j'ai dit, Jésus, tu vois comment, Seigneur, je t'avais dit. Seigneur, je t'avais dit. Tu vois les problèmes qui ont commencé. Mais j'ai dit non, Seigneur, non. Et puis le Seigneur, il continue à m'encourager. Et donc, du coup, ce que le Seigneur a voulu que je partage aujourd'hui, en fait, c'est relativement simple, hein. C'est que des fois, en fait, tu peux sentir qu'en fait, tu n'es pas la personne qualifiée pour le job. Que tu n'as pas le statut qu'il faut. À savoir, est-ce que Dieu a donné un statut pour faire les choses? Là, c'est encore une question. Culturellement parlant, par moment, tu sembles ne pas être la personne qu'il faut pour le job. Au niveau de ton entourage, par moment, on va qualifier tout le monde, on va mettre tout le monde devant. Sauf toi, tu vois. Et le Seigneur, en fait, il pense complètement différemment. Exactement. Quand j'ai commencé le magazine et que je disais au Seigneur, tu vois, il faut une femme mariée pour aller faire les trucs et tout. Il me disait non, pas de femme mariée, pas de femme de pasteur. Pas de femme avec des enfants, c'est toi qui commences en fait. En plus, je priais, hein. Je disais, Seigneur, regarde ma soeur, elle va sur Google. Elle tape Google pour avoir toutes les réponses. Comment me parler un garçon? Tout c'était Google, comme si Google est chrétien. Et bien entendu, les réponses de Google n'étaient pas en corrélation avec la parole, donc c'était un peu n'importe quoi. Mais je disais au Seigneur, envoie quelqu'un. C'était ma prière. Suscite une femme, suscite un couple, suscite. Et puis le Seigneur dit, non, je ne suscite pas, c'est toi qui vas. Je ne suscite personne, c'est toi qui vas. Et donc, du coup, je voulais encourager quelqu'un, en fait, qui pense que... Amanda, c'est un peu ça. Hein, Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire? Ouais, il y a cette idée que... Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Hein. C'est pas parce qu'une personne est plus à l'aise à l'oral ou qu'une personne est plus jolie, parce que j'ai eu ça aussi, hein, ou une personne est ceci, cela. C'est pas ça, en fait. Et comme Dieu, déjà, il regarde au cœur. Et, puis, et donc, il faut déjà enlever cette idée-là. Et
comme tu le dis, et je pense que c'est important, il faut commencer. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, mais je pense qu'il faut commencer. Il faut avoir le courage de se dire, même avec rien, parce qu'on veut faire les choses avec beaucoup, tout de suite. Et non, il faut qu'on ait confiance en toi. Il faut dire que quand tu as commencé... Après, mes parents étaient comme ça aussi. C'est-à-dire que tu commences, on te soutient. Mais si tu commences pas, on ne te soutient pas, en fait. Ça veut rien dire, c'est juste une lubie. Mais quand on voit que tu avances, que tu fais les choses, que même avec rien, que même avec un lecteur sur ton blog, tu continues à poster tous les jours, tu continues à faire le truc, que tu as un like ou un truc comme ça, mais que tu le fais, et ben franchement... C'est ça, en fait, que les gens veulent voir. Et parfois, je pense que le côté évangélique a beaucoup effacé ça. C'est la notion de travail, en fait. C'est la notion de se dire que, OK, pour faire ça, il faut tant d'heures pour le faire. Que parfois... non, mais laisse. C'est pas, voilà, que tu peux prier des heures et que tu sens pas un truc magique qui descend pour t'aider, que le Saint-Esprit est présent. Non, il faut que tu, même à Dieu, il faut le prouver, il faut dire que, voilà, je l'ai fait. Et puis là, tu peux argumenter. Personnellement, il y a des fois où je me retrouve dans une position où j'argumente. Je dis même, mon Dieu, moi j'ai fait ma part. Hein. Moi j'ai fait ça, j'ai bossé, je comprends pas. Pourquoi je l'ai pas eu? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ceci, cela? Mais je pense qu'il faut faire sa part. Il faut se dire que même dans les choses les plus petites, il faut le faire en fait. Il faut écrire, si tu es photographe, il faut faire les photos. Si je sais pas, si tu veux être dans le stylisme, il faut commencer à apprendre à coudre, il faut ceci, cela. Tu peux maintenant aller prendre des tissus, ils donnent des tissus gratuits ou je sais pas quoi, mais il faut montrer que tu veux en fait. Et il faut pas le rêver, il faut pas le dire, il faut le faire. Non, il faut le faire. Moi je sais que je parlais dernièrement avec Jeannette et puis elle faisait tel poste Mehdi, tel poste Mehdi, tel poste Mehdi. Et une des choses en fait qui faisait qu'au départ j'étais un peu... disais, Seigneur, qui va faire tout ça? Parce que le Seigneur ne m'a pas donné de budget. La vérité est, le Seigneur m'a fait faire en mode apprentissage conséquent, continuel. Tu ne sais pas faire WordPress, tu apprends à faire WordPress. C'est toi qui gères tes sites. C'est toi qui changes le design des sites. Après, tu fais ci. Après, tu fais Community Manager. Après, tu apprends Adobe Photoshop. Tu apprends InDesign. Tu apprends Illustrator. Tu es là, mais... Oh. Mais par contre, quand tu as tout fait ça, le jour où tu en as un, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, moi en tout cas, je blague pas. Je sais le faire moi-même, donc non. Ça, c'est mal fait, c'est mal écrit, tu changes ça, tu deviens tellement intransigeante, ton niveau d'excellence est tellement élevé que tu ne peux plus accepter maintenant, déjà dans l'entourage, déjà même les amis, tu ne commences à plus, les amis qui te disent venez, on va aller au McDo, venez, non mais ce soir, Amanda, c'est pas grave, on va aller au cinéma. Déjà, tu vois que... Tu vois, au début, tu dis, ouais, mais après, tu dis, ah non, moi, j'ai mon truc, je peux pas. Non, en fait, tu es consumé par le projet que le Seigneur t'a mis à cœur. Mais c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, s'il y a 17 postes à Femme Esprit, j'en fais 14. Dans le magazine, non, il y a des articles que je n'écris pas, par exemple, mais je les lis, je les lis tous. Je regarde, même si c'est traduit, les traductions, je les relis, je les relis, et je peux te dire que ça, il faut changer ça, il faut faire ceci, cela. Et je suis hyper intransigeante, mais je ne pense pas que si tu ne fais pas le boulot avant ou si tu mets juste le nom sur quelque chose et que tu dis que c'est toi et que parfois tu peux avoir 25 000 euros, 30 000 euros de budget, on se rend compte que l'argent, ce n'est pas vraiment tout, quoi. Non, moi je crois que j'ai commencé tout ça avec 500 euros, je crois, le magazine. Et après, on a fait quoi? J'ai fait le premier livre, 21 jours de prière pour son mariage. Je crois que c'était 3 ou 4 ans après, c'est la première fois qu'on avait... 3 ou 4 ans après, on traduit des articles pour les couples que je ne suis pas. Des articles pour les familles, je n'ai pas de famille, des articles, il y avait Joyce Myers Ministry qui nous avait aidés. Mais dans tout ça, en fait, je pense que ce qui est important à retenir, c'est la loi du processus, en fait. Oui, il faut l'accepter. Il faut accepter, en fait, que Dieu a une vision pour ta vie, qu'il te la montre, mais qu'en fait, il faut montrer aussi que tu veux travailler en collaboration avec lui. Il ne t'aide pas. Je pense qu'à un moment donné, si tu es trop fainéant, et je pense qu'il y a beaucoup d'échecs que j'ai eus, c'est la fainéantise ou la négligence. Et je me dis, normalement, je devrais être là avant. Mais je me suis rendu compte. Et là, en étant honnête avec toi-même, tu te dis,
ah, c'est parce que j'avais négligé ça, ou parce que j'étais pas ceci, parce que j'étais pas cela. Donc maintenant, je suis quelqu'un du tout ou rien. C'est-à-dire que soit je le fais, soit je le fais pas. Mais quand je le fais, j'y vais jusqu'au bout. Et parfois, ça marche pas. Parfois, c'est dur. Parfois, ça prend plus de temps. Mais je sais que mon objectif, c'est qu'il faut continuer. Et on parlait de prophétie, par exemple. Moi, j'ai pas eu de prophétie publique. Mais moi, je pense avoir eu entendu Dieu me parler dans ma chambre, par exemple, et pendant un moment où je priais, et qui me disait, continue d'écrire. Donc maintenant, quand ça va pas, moi, je sais que j'ai cette phrase qu'il m'a dite, et je viens devant lui, et je lui dis, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit de continuer d'écrire. Alors maintenant, moi, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est différent. Après, ça crée une autre dimension dans ta relation avec Dieu, parce que c'est pas quelqu'un qui a dit, qui te connaît pas, mais c'est quelqu'un que tu sais, qui te connaît vraiment intimement, qui t'a parlé directement. Et là, tu peux dire, ok, c'est quelque chose qui m'a dit, tu le gardes dans ton cœur, mais tu sais que ça m'accompagne dans toutes les étapes de ma vie. Donc moi, je pense que ouais, il y a cette notion de travail qui est un peu occultée chez les évangéliques, qui devrait être un peu plus mise en avant. Ouais. Oui, non, moi je pense que c'est peut-être l'année prochaine, ça ira mieux. 9 ans après. Oui. 9 ans après, ça ira mieux. Mais clairement, en fait, je voulais encourager les personnes, d'une part, qui pensent que, voilà quoi, elles ont pas les capacités, elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas le réseau, parce que des fois aussi, il y en a qui veulent le réseau, elles n'ont pas l'argent. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent un frein. Amanda, comme moi, on a commencé, on n'avait pas grand-chose. Seulement sur la direction du Seigneur, finalement, de nous lancer. Et c'est vrai que même si ce que je fais aujourd'hui, en fait, ça touche quand même pas mal de gens par la grâce de Dieu. Mais c'est vraiment la capacité, en fait, à ne rien lâcher, à persévérer. Parce que même là, quand on est samedi, hier, en venant ici, en fait, je passe au rond-point, il y a une voiture, un camion, même pas une voiture, un camion qui rentre sur moi. Je vais à Carrefour, il y a une étagère qui commence à tomber sur moi. Je vais faire un test PCR, la nana était cherchée juste sur mon cerveau, j'avais jamais vu ça. Le nombre de tuiles, et ça c'est seulement hier, et avant, il y a de quoi te décourager, te faire dire que c'est pas Dieu en fait qui t'a demandé de faire ça. Mais justement, là où tu vois que Dieu est là, c'est qu'en dépit de tout ça, les choses se font. En fait. Quand on voit le plateau, quand je vois l'équipe qui est derrière, quand je vois les bénévoles, quand je vois toutes ces choses. Et en plus, les bénévoles ont prié pour nous pendant toute la période, puisqu'on a reporté. Hein. Je me demandais même si tu allais pas être au Congo. Oui. On allait devoir te faire aussi en duplex à partir de Kinshasa. Mais le Seigneur, en fait, vraiment, il a fait. En fait. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un à persévérer, en fait, et accepter que la souffrance est salvatrice. Oui. Parce que je ne crois pas qu'un être humain puisse changer, se bonifier, si en fait il est incapable de gérer la souffrance et de supporter la souffrance qui va avec une meilleure version de lui-même, en fait, tu vois. Il faut gérer la souffrance, il faut gérer l'ignorance, le fait de pas être, le fait qu'on te calcule pas, ça c'est un truc très difficile. Hein. Mais il faut gérer les critiques. Faut gérer aussi le fait que tout va bien et tout d'un coup tout va mal. Faut tout gérer. Faut tout gérer ça. Et je pense que des fois ça arrive à des moments dans ta vie et tu te dis mais pourquoi ça arrivait? Mais en fait juste après t'as une grande responsabilité qui arrive et je pense que ça te prépare à prendre en main ce truc-là parce que finalement le fait de ne pas être vu tu t'en fiches. Le fait que ce soit, parce que tu dis que tu es préparé, donc tu sais que c'est bien ce que tu fais, que tu le fais bien. Les critiques, parce que demain, il y a des critiques. Hein. Parfois, c'est de la jalousie, parfois, c'est des vraies critiques. Parfois, 90%, c'est beaucoup de fausses idées. Donc, tu prends moins les choses à cœur. Ça te fait ni chaud ni froid. Et c'est ça en fait. Et des fois, moi personnellement, j'étais très susceptible comme personne. J'étais très. Dès que tu me dis un truc, ça me prend. Je vais réfléchir pendant 2-3 jours. Il m'a dit ça. Mais maintenant, des fois, ça rentre et ça ressort de l'autre côté. C'est la maturité. Voilà. Et tu deviens plus mature en fait. Et je pense que ce que tu as dit aussi, c'est vrai, c'est que. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a certaines d'entre nous, en fait, que Dieu appelle à certaines dimensions, tu vois. Si tu as une entreprise, moi, par exemple, je rêve que Michael crée une gamme unique de décoration d'intérieur relativement chère, c'est mon rêve pour lui.
Et que du coup, tu vois, quand tu veux créer un truc comme ça et que tu as des gens qui t'appellent des États-Unis, qui t'appellent de l'Italie, tu vois, il faut que tu puisses gérer tous les prestataires, tous les gens qui vont autour, en fait. Si, en fait, à un moment donné, Dieu ne t'a pas pressé comme ça, comment tu fais pour supporter quand tu arrives en hauteur? Tu vas péter un câble. Ben oui. Et il y en a beaucoup, surtout dans les milieux créatifs, tu fais un burn-out parce que tu es dans une idée que déjà, moi je parle pour moi, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas tout accepter déjà. Après, il y a aussi cette idée que comme les gens aiment ce que tu fais, et j'aime beaucoup parce que je connais une femme qui a une galerie et qui me dit en fait, Amanda, nous, nos prix par exemple pour un artiste, même s'il n'est pas connu, ça reste 20 000 € le tableau, même s'il n'est pas connu. Et puis je lui disais pourquoi? Elle me dit parce que sa valeur ne change pas, qu'il soit hyper demandé ou pas demandé. Cette idée d'augmenter les prix du tableau quand il est hyper demandé et les baisser quand il l'est plus, c'est n'importe quoi. Donc à un moment donné, c'est ce que je me suis dit. Et quand j'ai entendu ce qu'elle m'avait dit, ça m'a vraiment touchée et je l'ai mis aussi à mon truc. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne dis pas oui, il y a des choses, je dis non. Après, il faut aussi regarder qu'est-ce que ça peut t'apporter par la suite. Parce que des fois, oui, la notoriété vient, t'es content, c'est waouh, bam, ça explose. Mais c'est pas toujours des bonnes choses. Et les gens se mettent dans des situations où ils sont obligés d'aller traîner avec telle ou telle personne, aller boire des verres, ceci, aller séduire ceci, cela. Moi, je pense pas qu'il faille, surtout dans les métiers créatifs, il faut savoir mettre une limite pour éviter de faire des burn-out et de pas... Parce que tu deviens hyper productif, tu dois répondre aux trucs et au moment, t'es pas là, quoi. Ça, mais c'est là aussi où accepter le processus du Seigneur et ce que tu disais au début, hein, tu as appris à être seul, tu as appris à être avec toi-même, etc., c'est important parce que il faut pouvoir gérer un certain nombre de pressions, en fait. Il y a beaucoup de pression, tu peux pas, que tu sois chrétien ou pas, hein, la vérité, hein, quand tu es chrétien, c'est décuplé. C'est encore plus. Oui, c'est quand même décuplé parce que l'ennemi ne veut pas qu'on avance. Et puis il y a des choses que tu dis, ah, je vais accepter ça, mais est-ce que c'est en accord avec... Moi, je trouve que ouais, mais... non, oui, tu vois, c'est des batailles constantes. Ah, c'est des batailles constantes, mais accepter en fait que là, le Seigneur te dise non. Ou même des fois, tu n'es pas obligé de ressentir que c'est non. Hein. Tu sais qu'au niveau de tes valeurs et de ce qui t'est demandé, c'est non. Ça forge en toi un caractère en fait qui fait que demain, ça va te préserver. Demain, tu vas tenir en fait face à la pression, tenir face aux demandes, tenir face aux multiples éléments à prendre en compte. Et puis, comme je disais, on est au début, donc on fait quasiment tout. Quelqu'un vient demain et puis te propose des choses qui sont complètement démesurées. Tu sais que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te faire avoir. Mais c'est parce que tu as accepté un moment de passer par le four, quoi. Tu fais tout, tu es tout, sur plus ou moins long terme, du coup. Mais à la fin, en fait, Dieu se glorifie et toi, en fait, tu deviens quelqu'un sur qui il peut compter parce qu'il a pu t'observer, tu vois, depuis le début. Et puis moi, je dis souvent aux gens que c'est pas... Dieu n'a pas fait d'Abraham le père de la foi quand il lui a dit « quitte ». Il a fait de lui le père de la foi quand il a donné son fils et que Dieu lui a dit non. Enfin, je paraphrase, non, reprends-le, tu vois. C'est son cheminement avec Dieu qui a fait que Dieu a dit maintenant tu es qualifié pour être le père de la foi. C'est le fait qu'à épreuve après épreuve, année après année, peut-être décennie après décennie, puisqu'ils ont eu un enfant assez tard, Abraham, il est resté là, quoi, tu vois. Il n'a pas lâché Dieu, il a persévéré, il a cru dans le désert. Quand ils n'avaient pas les sous, quand ils ont eu les sous, parce qu'il est devenu riche avant même de voir l'enfant. D'ailleurs, il a dit à Dieu, à quoi ça sert toute cette richesse-là, puisque c'est mon serviteur qui va avoir l'argent, tu vois. Et donc, du coup, le fait de s'accrocher à Dieu, c'est ça qui va faire que la vision qu'il t'a donnée finalement va devenir une réalité. Et puis aussi avoir un bon mentor, puisque tu parlais par exemple du pasteur Emmanuel, où tu parlais qu'on s'appelle, donc des fois je te dis qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, ou il y a certaines choses sur lesquelles je m'interroge. Il faut aussi savoir avoir quelqu'un qui lui aussi peut te dire la vérité, ou peut prier pour toi, ou peut te dire mademoiselle,
j'ai beaucoup de conversations avec pasteur, par exemple, et il me dit, mademoiselle, tu penses que... Donc, des fois, il te dit pas forcément quoi faire, mais il te donne un peu les clés. Et là, tu te dis, il m'a pas dit quoi faire, mais je sais que, mademoiselle, ça fait 3-4 dimanches, je t'ai pas vu, 2 dimanches, je t'ai pas vu. Faut quand même arrêter. Tu dis, oui, c'est vrai, le travail, c'est pas le plus important. Donc, tu arrives aussi à venir te ressourcer. Faut vraiment avoir quelqu'un à qui se confier et dire aussi, être honnête et dire que voilà, parce que c'est lourd en fait. C'est un milieu qui peut être hyper lourd et ça peut traîner beaucoup de choses. Et de se dire que j'ai aussi quelqu'un et quelque part où je peux me reposer, même s'il n'est pas au courant de tout, même s'il ne sait pas comment ça se passe, mais même dans la prière, des fois, il va dire un mot et puis ça va te soulager. Ou tu peux l'appeler, pasteur, tu peux prier pour moi parce que tu vois, j'ai tel ou tel événement. Pasteur, je vais prendre le train, nanana. Donc, et c'est des petits conseils comme ça qui peuvent aussi... C'est vrai qu'un mentor, c'est super important. Nous, en tout cas, au niveau de Femmes Esprit, on en a 3. Et c'est vrai que, particulièrement quand c'est la conférence ou quand c'est compliqué, en tout cas, leur téléphone sonne. Hein. Non, il ne faut pas hésiter. Moi, le téléphone va sonner. Pasteur! Il ne faut pas hésiter. Je fais le compte-rendu détaillé de tout ce qui se fait. Mais c'est vrai qu'un mentor, c'est vraiment important, soit pour nous garder sur le cap, mais aussi avoir un bon mentor. Oui, un bon. Parce que pour revenir à notre pasteur, en fait, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont te dire Mehdi, fais attention au projet que le Seigneur t'a donné, que personne ne le prenne, que personne ne prenne l'ascendant dessus, que tu ne délocalises pas ce que Dieu t'a donné à quelqu'un d'autre, tu vois, sans lui-même voir que ça fonctionne et tout, et puis laisser de rentrer dedans. C'est absolument pas... C'est exceptionnel, ça. Non, ça, pour avoir vu des personnes qui ne sont pas du tout dedans et qui ont commencé à parler avec moi et que tout de suite, oui, alors ma femme, elle est ça, tu vas pouvoir si... Oui. Alors que je ne te connais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même reçu des messages. Oui, bonjour, j'ai vu votre événement, je souhaiterais être conférencière à je te connais pas. Même dedans. Oui. Et puis, je ne te connais pas, en fait. Mais lui, tu vois, tout de suite, il m'a dit, mademoiselle Mehdi, ça, c'est le projet que le Seigneur t'a donné. Ne laisse personne le voler, ne laisse personne le corrompre et reste le capitaine à côté du Seigneur de ce qu'il t'a donné. Mais c'est exceptionnel ce que tu racontes parce que ça me projette là quand j'avais 16 ans, que j'avais les cheveux bleus, que je portais des mini-jupes et des baskets pour aller à l'église. Parce que pasteur Emmanuel a toujours été une figure stable un peu dans ma vie. Parce que moi, mon père, par exemple, ne priait pas. Mais il a toujours été une figure stable et modérée en fait. J'ai jamais vu, ça veut pas dire que je le dis pas en mal, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi modéré, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il arrivait à s'adapter à ma façon de voir et accepter que, par exemple, mes parents acceptaient que je me mettais les cheveux bleus, donc ils ne me mettaient pas dans une situation mal à l'aise en disant « Mademoiselle, il faut enlever ça, c'est pas à l'église qu'on met des trucs comme ça ». Non, il m'a accepté vraiment telle que j'étais. Et je pense qu'aussi, ça a beaucoup joué dans mon cheminement et dans la figure paternelle, parce qu'il est une figure paternelle pour moi, de me dire que je pouvais l'appeler et je disais « Seigneur, pasteur, je suis une chrétienne moderne ». Il me dit « Mais bien sûr, moi aussi je suis un chrétien moderne ». J'ai dit « Mais pourquoi tu me dis pas d'enlever mes cheveux bleus parce que à l'église, les gens… » Il me dit « Mais non, tes parents acceptent, alors pourquoi je vous… » Et puis là, je me suis dit « Ah ok, d'accord ». Et en fait, c'était ça, c'était de me dire « Ok ». J'étais acceptée comme j'étais, j'étais pas, on me demandait pas d'être différente et que même s'il voyait que le regard des autres était complètement différent sur moi, eh ben il n'a pas suivi le même chemin. Et puis tout au long de ma vie, il m'a donné des conseils. Il m'a vraiment pas me dire ce que je devais faire, ce qui est différent, mais vraiment donner des clés pour pouvoir avoir ma personnalité. Oh non. Donc le mentor, c'est très très important. La figure paternelle, c'est important. Et il le disait, même il m'a dit un jour, ne me raconte pas tout. Parce que les gens pourraient l'utiliser contre toi. Il n'y a qu'à Dieu qu'on raconte tout. Mais si tu as quelque chose à me raconter et que c'est une histoire que je peux raconter partiellement, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis dit, ok. Et c'est comme ça que aussi la confiance se crée. Et puis tu te dis, ok, j'ai un problème, je peux t'appeler. Pasteur, tu sais, il y a une situation assez compliquée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me comporter. Après, il peut être sévère. Hein, et mademoiselle, pourquoi non. Je ne dis pas qu'il doit être sur ce que toi tu attends, la réponse que tu attends. Mais c'est important, je pense. Et à un moment donné, ça te donne aussi les clés, la personnalité de te dire, ben moi, je sais d'où je viens. Et il y a certaines choses que j'accepte pas, et il y a certaines choses qui sont à moi, et non.
tout simplement non. Et c'est pas méchant, c'est pas mauvais, tu peux le dire très gentiment. Moi, j'ai appris à dire non comme un oui, ça sonne comme un oui, mais c'est non. Et je te dis non. Non, franchement, le mentor, c'est très important, être accompagné des bonnes personnes. J'en discutais avec Moïse, mon frère, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous le découvrirez tout à l'heure dans le fameux Esprit, le projet de Dieu. Il y a une vidéo qui lui est dédiée. Il ne croyait pas en nous non plus, soit dit en passant. Mais c'est vrai qu'on a eu une superbe éducation. Spirituellement parlant, on a une bonne éducation. Et de notre génération, en tout cas, il y a très peu qui ne sont pas restés dans le Seigneur. En fait, on a une superbe éducation. Parce que l'intellectuel, le physique, le spirituel, je pense qu'il y a eu un équilibre, en fait. Et ce qui fait que tu n'es pas créé que pour... Et je pense que c'est le péché de beaucoup d'églises évangéliques, c'est qu'on ne prépare pas les gens qui ne sont pas créés pour l'intérieur. Il y a des gens qui sont créés pour l'extérieur. Et on avait tendance à préparer que ceux qui seront, je ne sais pas, prédicateurs ou peu importe, mais on mettait de côté ceux qui sont appelés à être à l'extérieur. Voilà. Et je pense qu'il avait cette vision de se dire qu'il y a d'autres gens qui seront médecins, qui seront amenés à toucher d'autres gens. Et ça, c'est important. Et je pense que même là, quand je vois certaines églises où maintenant, tu as la vision affûtée pour savoir que tel, non, c'est pas... voilà, même des fois, tu vois le prédicateur, tu dis, non. Maintenant, tu le vois parce que tu n'es pas dans un milieu figé où on te dit, bon, si tu n'es pas chanteur, si tu n'es pas modérateur, si tu n'es pas... si tu fais pas la présidence, si tu t'es rien. Non, il y a d'autres aspects non, c'est clair. Et la société a besoin de nous. La société est perdue, elle a besoin de nous. Non, ça c'est notre deuxième battement de cœur. On a créé Leaders chrétiennes. En fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est donner l'opportunité à des femmes qui sont appelées dans les médias, comme toi, dans le business, dans la politique aussi. C'est pour ça qu'on a l'ambassadrice, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Il reste quelques heures pour s'inscrire à son atelier, avec une expérience de dingue. L'ambassadrice Novici, l'ambassadeur Novici a une expérience exceptionnelle et il faut des chrétiens à ce niveau-là, en fait. S'il n'y a pas de chrétiens là-bas, comment ils vont... La lumière ne peut pas briller dans la lumière, quoi. Mais on pêche beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres confessions dans les trucs à haut niveau, mais nous... on ne veut pas y aller par peur. Je ne sais pas, mais oui, je pense qu'il faut être un peu, pas réticent, mais être raisonnable et responsable. Mais on pêche beaucoup. Normalement, il devrait y avoir plus de journalistes chrétiens. Pour moi, c'est même pas concevable. Même si on n'est pas amené à le dire ouvertement, au moins là, ça change l'atmosphère, ça change beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas... Mais je pense que cette génération va changer. Non, nous prions que cette génération, les choses vont changer. Parce que c'est vrai que Dieu attend plus de chrétiens dans ces milieux-là. C'est vrai que moi, en tout cas, je sais que la montagne où Dieu m'appelle, c'est la religion. Donc, mais je pense aussi que c'est une histoire d'appel. Oui, je pense que quand tu es appelé à évoluer dans un certain milieu, il y a une grâce en fait qui t'accompagne pour tenir bon. Si tant est que tu acceptes de passer par le processus. Oui. Parce que le processus te permet de te rendre compte que c'est Dieu ton tout. Et que s'il ne te tient pas, s'il n'est pas avec toi, s'il ne te protège pas, tu vas tomber. Quand tu es tout feu, tout flamme, tu veux aller, ta tête va tourner et puis tu vas oublier vite fait, bien fait Dieu. Et puis tu vas devenir pire qu'eux-mêmes, que ceux qui sont... Mais en fait, tu réalises que ces gens-là ils ne sont pas forcément heureux. Moi, je réalise ça. Tu réalises que c'est des gens qui sont tout le temps en train de faire le tour du monde, mais ils sont carrément seuls. Tu réalises qu'ils sont aussi à la recherche de Dieu quelque part, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de le trouver dans le yoga, dans le bouddhisme, dans toutes ces choses-là. Donc, tu réalises qu'en fin de compte, ce que tu vois de loin et que tu idéalises, eh ben, tu commences à voir les trucs et tu te dis « Ah non, heureusement que c'était dur, hein, parce que franchement... et c'est ça, en fait, tu réalises plein de choses. Et eux-mêmes, finalement, finissent par te le dire, parce que même s'ils ont plus que toi et que tu as moins qu'eux, bah, ils te trouvent « Ah, mais Amanda, elle est cool. Amanda, elle est...
Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui se passe Parce que moi, j'entends, j'ai des copines, par exemple, qui ont besoin de boire, par exemple, pour avoir l'inspiration. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. J'ai eu une conversation dernièrement et on me demandait de faire un dossier et j'ai dit, ah là là, mon Dieu, que Dieu m'aide. Et puis après, elle me dit, mais tu as besoin de Dieu pour écrire un papier? Et je lui ai dit, toi, tu trouves l'inspiration autre part, moi, je la trouve de ce côté-là. Mais elle m'a vraiment posé la question, c'est vrai? Et je lui ai dit, oui, mais l'inspiration vient de Dieu, en fait. Et puis elle te dit, bah, moi, c'est quand j'ai bu tel ou tel verre, quand je suis à minuit, entre minuit et 5 heures du matin. Donc, tu te rends compte qu'en fait, ils sont pas si heureux que ça et qu'ils ont vraiment besoin de Dieu. Et ça, c'est un fait. Et parfois, tu n'as pas besoin de le dire. C'est parfois ton comportement, ta façon d'être envers les gens. Tu n'es pas méchante, tu dis bonjour. Des fois, c'est simple, tu dis bonjour, s'il te plaît, merci. Oh, j'aime trop ta robe aujourd'hui. Ah non, mais franchement, personne ne me l'a dit. Tu te sens fatiguée? Oui, personne, je suis avec les gens, mais personne ne voit que je suis fatiguée depuis les trucs. Et parfois, c'est ça, en fait. Et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de solitude aussi. Non, donc le monde a besoin que tu te lèves, le monde a besoin que tu acceptes de dire que non, j'y arrive pas, non, je suis trop petite, non, je suis trop ceci. Quand j'aurais perdu 10 kilos, je vois les femmes là qui attendent de perdre 20 kilos avant de paraître devant la caméra. Ça aussi, ça ne fait pas partie des prérequis. Pour être à la caméra, il faut demander à Oprah, d'accord? Oprah ne fait pas taille 36 non plus. Non plus. Il faut qu'on se lève, en fait. Et il faut vraiment qu'on refuse. Alors, ça va pas être évident. Hein. Je donnais le témoignage de l'enfant qui a dit Papa, tu as 2 femmes. Tata me dit, maman. Ils m'ont plus jamais revu. Hein. Quand je vous dis que ce couple ne m'a plus jamais revu, j'ai dit, j'ai pas le temps avec ce genre d'histoire-là. Donc, ça a été vite fait, bien fait, réglé avec moi. Mon frère me dit que je manque par moment de compassion, que je devrais penser à être comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, me dit-il? Alors que moi, j'ai viré les gens. Hein. J'ai bien fait parce que je n'accepte pas ça. Mais la vérité, c'est que quand même, Dieu a besoin qu'on se lève, Dieu a besoin qu'on se positionne, Dieu a besoin qu'on accepte de payer le prix, surtout dans la longueur. Souvent, les gens qui commencent tôt, qui réussissent tôt, leurs parents payent le prix. Pour nous qui commençons, qui sommes les premiers, par moments, c'est plus long et il faut qu'on soit OK avec le fait qu'on est en train de créer un héritage, pas seulement pour les enfants à venir, mais aussi pour les générations à venir, et que Dieu nous utilise vraiment. Donc, c'était la fin du panel. Et je vous dis, pour ma part, à tout de suite, parce qu'on va passer une partie de mon témoignage. Tu n'es pas maudite, mais tu es choisie par Dieu. Et ensuite, on se revoit ce soir ou en fin d'après-midi pour la prédication. Reste avec nous, ne pars pas, ne change pas de chaîne YouTube, reste là. Et on se dit à tout de suite.